Merci d'avoir choisi une fois de plus d'écouter Les Technos. C'est le 90e épisode, comme on dit chez nous, 90e si vous préférez. C'est comme vous voulez. Bref, Les Technos, c'est maintenant. Et je devrais même dire peut-être le techno cette semaine. faute de combattants, entre guillemets. On avait Xavier qui devait venir. Malheureusement, il est tombé malade. Il va bien, hein, je vous rassure. Il se soigne, il n'y a pas de souci. Et puis, son remplaçant, qui n'est autre que Sébastien, a eu un empêchement. Résultat de l'affaire, on se retrouve en tête-à-tête avec Marc, dont c'est la rentrée cette semaine. Salut. Finalement. Et donc, on va le faire en tête-à-tête, ce qui n'est pas un gros problème. On l'a déjà fait. C'est pas la première fois qu'on fait ces petits échanges-là. On aura peut-être un petit peu moins d'informations, puisque, je le rappelle, c'est un petit peu notre façon de voir l'actualité de la semaine, l'actualité technologique de la semaine. Et donc, forcément, s'il n'y a qu'un seul intervenant qui a suivi l'actualité, il y a un petit peu moins d'informations, bien que Marc suit énormément l'actualité. C'est un peu notre revue de presse, en sorte, c'est la revue de presse de Marc. Voilà. En gros, cette semaine. On va dire ça comme ça. Le courrier des auditeurs, on a eu quelques messages par-ci, par-là. Il y en a un dont on parlera la semaine prochaine, probablement, parce que ça concerne les véhicules électriques, et justement, Bruno sera des nôtres pour le numéro 91. Donc, on en parlera à ce moment-là. On sera certainement beaucoup plus complet. Donc, n'ayez pas peur, on ne vous a pas oublié. D'autres messages ont été... Il y a eu des échanges avec Xavier, avec Bruno, etc. En regard de certains commentaires sur la chaîne YouTube ou sur informaticien.be. Également, d'ailleurs, on a eu un message concernant leur série concernant le Nino Robotics, c'est avec Bruno, effectivement, avec un commentaire concernant la qualité de sa caméra. Faut savoir qu'il n'était pas en studio avec nous, hein. Il était chez lui au Luxembourg, et que les communications chez nous se passent via Skype. Alors ça dépend un petit peu de Skype et de la bande passante qu'il nous alloue. Normalement, les caméras que nous utilisons, c'est pas de secret là-dessus, ce sont des Logitech, c'est 900, 910, 920, ça dépend un petit peu quand le chroniqueur est rentré dans l'équipe, en fait. On a toute la gamme des webcams Logitech qui propose de sortir, en l'occurrence ici, parce que c'est ce que nous utilisons, 720p, c'est-à-dire une image de 720 lignes sur je ne sais plus combien, en progressif. 1280 pixels. Voilà, merci de me rappeler juste ce détail, on a tellement l'habitude de dire 720p, donc voilà, et c'est l'image qui nous envoie, et donc voilà, ce qui explique peut-être la petite différence qu'il y avait entre son bronzage et mon absence de bronzage, et l'absence de bronzage de Xavier qui était là également pour ce hors-série. Voilà qui est précisé, mais si vous avez d'autres questions du même ordre, n'hésitez pas à nous les poser, on essaiera d'y répondre, évidemment. Marc, est-ce que tu es prêt ? On peut y aller. On peut y aller avec l'abécédaire classique. Tu n'étais pas là pour parler de la keynote Apple, donc tu vas te rattraper un tout petit peu, hein, puisqu'on va aborder directement la lettre A comme Apple avec de l'iPhone, forcément. Mais un iPhone soi-disant étanche. Non, pas soi-disant. Il est étanche. Il est étanche. C'est prouvé. Apple a bien insisté là-dessus lors de sa keynote en disant que nous avons enfin un iPhone qui peut tremper dans l'eau. C'est bien. Donc, on le rappelle, il est IP67. Il peut rester pendant une demi-heure au moins sous 1 mètre d'eau. C'est très bien. Sauf que si vous regardez la garantie de l'iPhone 7, l'étanchéité n'est pas garantie, elle. Donc en fait, c'est génial. Ils ont fait un téléphone qui est résistant aux éclaboussures, qui supporte une immersion plus ou moins prolongée, mais ils partent du principe que, dans le cadre d'une usure normale, la résistance aux éclaboussures, à l'eau et cette étanchéité, avec le temps, elle peut diminuer. D'accord. Donc, plutôt que de partir du principe qu'il y a certains cas dans lesquels la garantie pourrait s'appliquer, certains cas dans lesquels elle ne pourrait pas s'appliquer, ils ont décidé de prendre le dénominateur commun le plus bas. Elle ne s'applique pas. Donc, autrement dit, votre téléphone qui était censé être étanche, téléphone à 1 200 € si vous avez le grand modèle quand même, tombe dans le bain en toute connaissance de cause, parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver, on téléphone dans le bain, il y en a qui le font. Ouais. Vous le faites en toute connaissance de cause, parce que vous dites, après tout, mon téléphone à 1 200 boules, il est étanche. Ouais. Et s'il n'était pas étanche, tant pis, c'est pour votre pomme, c'est le cas de le dire. Vous l'aurez quelque part où le soleil ne brille pas, mais la garantie ne le couvrira pas. Et le truc est écrit noir sur blanc. Les dégâts
causés par des liquides ne sont pas couverts par la garantie. C'est ça, ce qui est un comble pour un téléphone étanche. Bien sûr. Alors pour ceux qui auraient éventuellement pensé utiliser l'argument, il fallait absolument supprimer le connecteur jack, mini jack pour le rendre étanche, ça tient pas la route 2 secondes. Ça tient pas la route parce que ceci, qui est un Samsung avec, oh surprise, un connecteur jack, il est étanche. Il est étanche. Voilà. Je l'ai pas encore trempé dans l'eau, mais il est aussi IP67. Et on nous a parlé dans les commentaires de choses encore plus anciennes signées Sony qui étaient également aux normes IP je ne sais plus Absolument. combien. Le Z4 non, le Z4 d'Xperia était étanche, il me semble. C'est possible. Il y a eu une période, moi je me rappelle, c'était à l'ECS, tous les smartphones étaient dans des aquariums. C'était un salon d'aquarium en fait, avec accessoirement des smartphones dedans. Donc voilà, la nouveauté n'en est pas vraiment une, c'est juste une mise à niveau. Et c'est pas mal pour un appareil, comme tu l'as dit, qui coûte quand même bonbon, quoi. On parlait de Sony. Il faut dire qu'Apple n'a pas été très original parce qu'ils ont copié grosso modo Sony. Enfin, copié, tout est relatif. Mais ils ont fait comme Sony qui, à l'époque du Z5, qui lui était IP68, c'est encore pire, était accompagné d'une notice avec une liste de recommandations longue comme le bras et qui disait surtout toute utilisation non encadrée dans les limites définies par la présente convention ne sera pas couverte par la garantie. Et en tête de ligne, il y avait l'utilisation en milieu liquide pour un téléphone étanche. Oui, mais c'est ça. C'est toujours pour se prémunir de toute attaque possible, comme c'est souvent le cas. C'est un petit peu à l'image de l'industrie pharmaceutique. Quand vous lisez la notice, vous ne devez pas prendre le médicament, il va vous rendre malade. Donc, c'est un petit peu la même chose. Donc, voilà, fin de la parenthèse, on va dire par rapport à ça. Mais bon, soit, quand on dit, ça m'amuse beaucoup quand on dit Sony qui copie, plutôt Apple qui copierait Sony. En l'occurrence, en ce qui concerne le smartphone, tous les autres ont un peu copié Apple, soyons clairs. Au point de départ, les choses évoluent, bien entendu. Heureusement d'ailleurs. On reste à la lettre A, Marc, pour parler toujours d'Apple, avec un vieux mythe, entre guillemets. C'est un peu le monstre du Loch Ness, c'est l'Apple Car. C'est l'Arlésienne version 2. L'Arlésienne version 1 étant la fameuse Apple TV autonome qu'on ne verra probablement jamais. Et l'Apple Car, effectivement, apparemment, Apple va tirer un gros coup de frein à main sur son projet de voiture autonome, tout simplement parce qu'apparemment les objectifs fixés le groupe n'atteint pas les objectifs fixés et surtout le manque de résultats entraîne le départ de pas mal de responsables du projet. Donc c'est un peu la catastrophe, la débandade. Toujours est-il que pour l'instant la technologie n'est pas au point. Apple est en train d'engranger un certain retard face à d'autres constructeurs qui eux avancent à pas de géant. On a Tesla évidemment en tête, mais on a toute une série d'autres constructeurs plus traditionnels qui sont en train d'avancer très fort sur les voitures autonomes. Nos auditeurs et notre public belge a peut-être vu sur les chaînes télévisées francophones hier un intéressant reportage sur une initiative qui a été faite par un groupe d'assurance qui a mis sur la route 30 voitures autonomes pour tester leur capacité. Donc il y a effectivement toute une série de choses qui se passent et Apple derrière, la voiture reste une arlésienne comme tu viens de le dire. Donc plutôt que de faire évoluer la voiture Apple, la iCar, comme certains l'ont rêvé, vers un projet totalement en tant qu'entité propre, Apple orienterait plutôt son choix vers s'associer à d'autres constructeurs pour réutiliser les progrès qu'ils auraient déjà engrangés pour les aider à développer d'autres choses un peu plus rapidement. On sait notamment qu'ils ont très à cœur de populariser leur interface Apple Car. Donc l'iPhone ou l'iPad dans la voiture. Bon, de l'autre côté, évidemment, Google est là avec Google Car aussi. Donc, il y a de toute façon une guerre qui est salutaire. Ce qui tient. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, le concept d'une voiture Apple c'est peu probable. Est-ce que tu crois quand même que c'est sur ce segment-là que Apple va se réinventer ? On dit ça souvent, qu'Apple doit se réinventer. C'est vrai que on l'a encore dit au sujet de la dernière keynote et on l'avait déjà dit aux keynotes précédentes. Il n'y a plus rien de nouveau chez Apple. C'est de l'évolution, c'est plus de la révolution. Et tout le monde attend encore une révolution. Tout le monde attend qu'Apple fasse encore une révolution. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau produit ? Alors, c'est difficile de dire lequel, puisque sinon ce serait pas le produit miracle. Mais le produit un peu, miracle. Révolutionnaire tel qu'elle a été l'iPad ou l'iPhone ou l'iPad. Alors il y a deux choses à ce niveau-là. Premièrement, tout le monde est en train de râler
plus ou moins fort, de manière plus ou moins véhémente, que Apple doit se réinventer. Il ne faut pas oublier qu'entre le moment où Steve Jobs nous a quittés et aujourd'hui, ça fait maintenant 5 ans à peu près, 6 ans, le bénéfice net d'Apple a doublé. Oui, bien sûr. Apple est passé d'un chiffre d'affaires brut de 7 milliards à 14 milliards. J'entends bien. Pour une boîte qui ne se réinvente pas, c'est quand même fondamental. Mais elle peut vivre longtemps sur ses acquis. Oui, si on fait de nouveau l'analogie avec le milieu de l'automobile, des sociétés comme Mercedes, BMW vivent très très bien sur leurs acquis, mais n'ont pas proposé de grandes révolutions ces dernières années, ou même ces 10 dernières années. Non, mais si tu regardes le marché informatique de manière générale, il n'y a plus aucune révolution. Rappelle-toi, on reparle d'une époque où il n'y a pas si longtemps, 3-4 ans, quand on faisait encore, Sébastien et moi, on avait encore l'occasion de faire les lancements de produits, les shows d'ouverture de saison, etc. On était vachement déçus systématiquement, que ce soit dans des boîtes comme Acer, comme des boîtes comme Asus, comme des boîtes chez Sony, chez LG, etc. C'était systématiquement, les nouveautés, c'était, on a une nouvelle couleur. Oui. On a une caméra qui fait 3 mégapixels de plus. On a une batterie qui dure 1 heure de plus. Cette tendance du secteur informatique à stagner, elle n'est pas que chez Apple. Elle est un peu partout. Et ce n'est pas parce que maintenant Google va rebrander ses Nexus Phone en Pixel Phone que quelque chose va changer. Les choses sont toujours là. Il y a une stagnation parce que les gens ne sont peut-être pas tellement demandeurs. Le grand public n'est plus demandeur de cette révolution. Il y a un esprit d'innovation qui s'est vraiment perdu. Alors, l'innovation aujourd'hui, la disruption, si on peut dire, elle va s'exercer dans des secteurs qui sont tout à fait parallèles. Le secteur de la voiture connectée, de la voiture autonome est un bon. Pourquoi ? Parce que là-dedans, moi, il y a une initiative que je suis avec beaucoup d'attention, c'est celle de l'ancien hacker George Holtz, qui a réussi pour $2000 à créer un kit qui permet de transformer n'importe quelle bagnole en bagnole autonome. Oui, tu nous avais déjà parlé de ça. Voilà, ce genre de truc-là, pour moi, c'est là que la disruption se trouve. C'est là qu'il y a vraiment moyen de changer les données du jeu. Oui. Ce n'est qu'avec des acteurs de ce style-là que les grandes sociétés vont vraiment se rendre compte qu'il y a qu'il y a une carte à jouer. Parce qu'aujourd'hui, Tesla est arrivé, Tesla a bouleversé un peu les choses, même si, reconnaissons-le, la voiture électrique, c'était pas nouveau. Non, bien sûr. La voiture autonome, c'était pas tellement nouveau non plus. Non. Mais Tesla a su moduler les choses de manière intelligente. Ils ont marketé les choses aussi. Ils ont marketé les choses très bien, voilà. D'un autre côté, tu vois toutes les autres boîtes derrière, on en parlait, Volvo, Mercedes, BMW, Audi, etc. Elles s'alignent. Oui. Elles s'alignent et elles vont proposer un truc, mais sans vraiment essayer d'innover. Et c'est là que tu as des petits acteurs, comme George Holtz dans ce truc, dans son petit garage, où à l'époque on l'espérait, OnePlus sur le marché du GSM, qui allait apporter un truc d'un niveau normalement inatteignable avec d'un rapport qualité-prix inatteignable pour la grande majorité des boîtes. Oui. Et finalement, tu as vu quoi ? Ils ont fait un coup de maître avec le OnePlus. Oui. Ils se sont un peu plantés sur la distribution. Ça arrive, c'était un coup d'essai. Ils l'ont pas refait. Le OnePlus 2, c'était un téléphone haut de gamme, mais normal, mais à un prix. Le OnePlus 3, finalement, c'est un téléphone moyen. Oui, avec un peu de com autour. Avec un peu de com autour. Donc, finalement, il y a un tassement. Alors, est-ce que ça va reprendre un jour ? Je sais pas. Je n'ai jamais été vraiment un fan incontesté de Steve Jobs, mais je reconnais quand même que le type avait une opiniâtreté de pousser les gens dans leurs limites pour leur faire sortir vraiment la quintessence de ce qui était possible. Oui, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on l'a perdu aujourd'hui. Donc peut-être qu'il faudrait un nouveau Steve Jobs. Alors tout le monde prétend que Elon Musk est le nouveau Steve Jobs. C'est vrai qu'il a réussi à faire quelque chose d'assez exceptionnel. Maintenant, il faudra voir si en 2017, 2018, 2019, il va réussir à tenir la cadence, notamment avec la Tesla Model 3 et le hypothétique Tesla Truck. Mais pour l'instant, par exemple, du côté de SpaceX, il est en train de manger la gamelle, quoi. Oui. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Donc, il faudrait plus d'acteurs de cet acabit-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à un genre de consensus mou. Mais encore une fois, c'est mon avis, c'est ma perception. Tu demandes à Bruno, il aura une autre perception. Tu demandes à Xavier, il aura une autre, une à Benoît, etc. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que
les choses se tassent et les choses tendent à s'harmoniser. Et encore une fois, j'ai regardé la keynote. Alors, la keynote Apple, j'ai pas vu la vraie keynote. J'ai vu le condensé en 107 secondes qu'ils ont fait, qui était très bien fait d'ailleurs, by the way. Chapeau pour la com. Mais, de nouveau, nouvelle couleur, nouvelle batterie, nouvel appareil photo. Mais au-delà de ça, il n'y avait pas et plus de trou pour le connecteur pour les écouteurs. Non, je sais. Mais bon, voilà, ça c'est une petite audace entre guillemets à la Steve Jobs, je serais tenté de dire, mais qui n'est pas dans le même créneau que la suppression, par exemple, du lecteur de CD ou de disquette, où il y avait des options pour le remplacer, des options ouvertes entre guillemets. Oui, je sais. Voilà. Ici, il paraît qu'ils ont fait un sondage, sont en train de lancer un sondage en tout cas aux États-Unis pour demander si les gens seraient prêts à abandonner le connecteur mini jack également sur les MacBook Pro et s'ils utilisent régulièrement les cartes SD avec leur MacBook Pro. Ça, on suppose que c'est pour une éventuelle suppression prochaine de ces deux éléments du MacBook. Ça permettra de sortir un MacBook étanche qui ne sera pas garanti contre les chutes d'eau. Sans doute. Voilà. Mais bon, ou alors de faire des économies de bout de chandelle pour avoir un appareil tout lisse sans aucun connecteur. Voilà, ça sera peut-être pas le même usage qu'on en a aujourd'hui. J'en discutais justement tout à l'heure avec un copain qui est aussi très branché Apple et on se faisait la réflexion que à la vitesse où les choses vont, tu peux être certain que le prochain modèle d'iPad, il n'aura pas de connecteur jack non plus. Oui, non, ça c'est clair. Ils sont partis sur ça. Ce qui veut dire au passage, je ne sais pas si vous en avez parlé la semaine passée, j'ai peut-être raté le truc, mais en faisant cette suppression, Apple a tué le business de toute une série de boîtes. Mais oui, mais c'est ça qu'on ne comprend pas. Pas les boîtes qui faisaient des casques, non. et les boîtes qui faisaient des périphériques qui fonctionnaient sur port jack, notamment tous les petits périphériques qui permettaient de lire des cartes de par crédit. exemple. Oui. Square, PayPal, etc. avaient tous ces petits bitoniaux qui étaient géniaux. Aujourd'hui, ces machins... Alors oui, il y a la petite rallonge jack, etc. Oui, mais bon, c'est super, quoi. Non, je pense qu'il y a un vrai... alors, effectivement, s'ils reviennent avec un iPad, un nouvel iPad, avec un connecteur jack, là, ce sera un aveu d'échec. Clairement. Ça risque, effectivement. Ça risque, hein, donc... Au passage, Seb vous fait coucou du data center. Voilà. Il est dans une salle blanche, notre ami Seb, c'est pour ça qu'il ne peut pas être des nôtres, et donc il est en train de réparer. Voilà. Ce qui n'est jamais fort agréable à l'heure à laquelle on enregistre. Ce qui vous racontera, c'est ubuesque. Voilà. Ce sera peut-être l'objet d'un hors-série, tu vois là. Ça pourrait. Allez, on passe à la lettre B, parce qu'on pourrait parler comme ça pendant des heures de cette histoire. Hein. La lettre B, B comme business. Je ne sais pas encore parler business. Et on va parler de Samsung qui revend ses imprimantes à HP. Ça, c'est quand même original. Oui, mais il y a beaucoup de grosses reventes pour l'instant. Alors évidemment, c'est moins gros que Bayer qui rachète Monsanto, qui est pas du tout technologique, mais qui était la grosse annonce de la semaine. Non, là en fait, Samsung va balancer contre espèces sonnantes et trébuchantes. Hein, entendons-nous, c'est pas gratos. Ils vont refiler la division imprimante, y compris les 6000 employés qui vont avec, à HP. Donc voilà, la société va être sortie de Samsung, constituée sous la forme d'une société indépendante et passer chez HP. On sait pourquoi Mais officiellement, c'est la stratégie fait partie des efforts que l'entreprise entretient pour se concentrer sur son cœur d'activité. Oui. Voilà, le truc le plus vague qui existe, le plus voilà. Simplement, il y a apparemment, HP était demandeur. Oui. HP cherchait à reprendre un gros constructeur pour pouvoir lui aussi bousculer un peu les choses et se repositionner dans le rôle du leader qu'il avait vachement perdu. Donc ce serait un peu quelque chose un truc win-win, parce que derrière, hormis le marché, hormis les employés, hormis le know-how et toutes les structures, il y a 6500 brevets qui sont bien balancé du côté de Samsung. Parce qu'il y a quand même un truc rigolo, c'est que moi j'ai l'usage d'imprimantes Samsung en milieu professionnel, des imprimantes qui sont connectées réseau, etc., ce qu'on appelle les Follow Me, hein, donc, où on peut imprimer sur n'importe quelle imprimante, il suffit d'aller badger à la bonne imprimante. D'ailleurs, ce qui est rigolo sur ces imprimantes Samsung, c'est que la tablette, entre guillemets, je dis tablette à bon escient, de contrôle, c'est un Galaxy Tab, avec dedans, je suppose que c'est de l'Android, c'est de l'Android, absolument. Derrière. Et donc, du coup, HP va se retrouver avec des Galaxy Tab et de l'Android dans ses imprimantes. Qu'ils vont rebrander HP. Et qui vont c'est pas la première fois qu'HP se sera aventuré sur le marché des tablettes, avec un certain succès. Mais disons, ici, probablement, ça fera partie de l'offre. Alors,
Pour parler chiffres, bon, on n'en sait encore rien. Hein. Les termes de l'accord n'ont pas encore fuité, s'ils fuitent un jour. Mais toujours est-il que pour donner une idée du volume que ça représente, le chiffre d'affaires réalisé par les imprimantes Samsung en 2015, c'était quand même 1,6 milliard d'euros. D'accord. Avec une valorisation structurelle qui atteignait quand même 1,5 milliard de dollars. D'accord. Bon, c'est pas la plus petite boîte qui existe. Non, bien sûr. Ah ben non, on s'en doute bien. C'est une belle acquisition pour HP, je pense. Hein. Voilà, surtout qu'à côté de ça, Samsung apparemment, mais bon, ça reste encore sous réserve de confirmation, se serait engagé à investir jusqu'à 300 millions de dollars dans le capital de la firme qui récupérait, enfin de la structure sous HP qui récupérait tout le marché des imprimantes. D'accord. Bon, affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Hein, affaire à suivre, exactement. Comme une autre affaire, peut-être celle qui nous intéresse par rapport à Intel qui se débarrasse finalement de McAfee. McAfee qui n'appartient plus à Monsieur McAfee depuis longtemps, hein, rappelons-le. Voilà, exactement. Et pour Intel, c'est une mauvaise opération, hélas, parce qu'en 2010, Intel avait mis la main sur l'éditeur de logiciels de sécurité pour quand même la bagatelle de, je crois que c'était pas loin de 8 milliards de dollars, 7 milliards et demi, 8 milliards, c'est un truc du style. Donc c'était quand même beaucoup de pépettes, même si le trésor de guerre d'Intel, etc., etc. Et donc, la raison pour laquelle à l'époque la boîte, le fondeur avait racheté cette société, c'était tout simplement pour pouvoir intégrer toutes les stacks de sécurité directement au niveau CPU. Chose qui a été faite avec plus ou moins de succès. Bon, ça a donné, entre autres, certaines composantes de la plateforme TPM, la Trusted Module Platform, qui permet vraiment de signer l'exécution de code au niveau du CPU même. C'est très utilisé au niveau des Xeon et des processeurs pour serveurs. Mais aujourd'hui, apparemment, les trucs ne sont pas aussi efficaces qu'ils en ont l'air parce que 6 ans après avoir racheté la boîte, McAfee est de nouveau à vendre et en fait va passer en partie, en tout cas, partie majoritaire, dans un fonds d'investissement, je pense, qui est chinois, qui s'appelle TPG, mais pour une somme de 4 milliards de dollars seulement. Donc Intel a quand même perdu des plumes au passage. Donc c'est pas une très très bonne affaire de ce côté-là. C'est pas une très très bonne affaire non plus si on avance un petit peu dans notre conduite pour les 3000 licenciés de chez Dell. Oui, Dell qui avait annoncé que suite au rachat de EMC, on rappelle, gros rachat aussi, on parlait de 65 milliards de dollars, un truc du style. Il n'y aurait pas eu de licenciement sec ou quoi, si finalement quand même, il y a entre 2 et 3 000 personnes qui vont devoir partir. Et c'est classique. Maintenant, bon, ce sont les premières mesures qui démarrent, mais qui devraient aussi situer à terme les jalons d'un plan plus vaste. Donc les 2000 à 3000 ne seraient que les premiers. Pourtant, ça marche bien, Dell. Enfin, les chiffres de l'informatique ne vont pas bien de manière générale. Ça marche bien, mais disons... Dell s'en sort bien. Oui, Dell s'en sort bien, mais bon, Dell a quand même dû débourser 67 milliards, c'est pas rien. Dell avait fixé un objectif d'économie de 1,5 milliard à 2 milliards sur 18 mois post-acquisition. Ils en sont loin. Ils en sont loin. Donc la solution la plus simple quand tu fais quand tu veux faire des économies et que tu n'y arrives pas, c'est toujours la même. Hein, c'est le syndrome Danone. Tu veux que les trucs augmentent, tu vires du monde. C'est un peu ça l'idée, effectivement, malheureusement. C'est con, voilà. Les lois du marché. Allez, on passe à la lettre E. Hein, faisons un bond. Voilà. Comme Europe. Et là, il y a encore du bavardage dans l'air, puisque l'Europe voudrait supprimer le géoblocage des contenus. On a déjà évoqué ça ici. On en parlera d'ailleurs d'ici quelques semaines dans un hors-série que nous avons enregistré avec Seb au moment où tout allait bien, puisqu'on a parlé d'IPTV, donc la distribution par streaming des chaînes de télévision. Donc on en parlera prochainement, mais on a déjà parlé ici. Je m'en doute, mais on a déjà parlé ici aussi de la question de la gestion des droits, parce que c'est souvent ça qui bloque, et c'est pour ça qu'on n'a pas le même Netflix chez nous que à Trifouille les Blairettes, parce qu'il y a les droits qui ont été vendus et achetés, etc., pour tel pays et pas pour tel autre. On ne vous fait pas le paysage. L'Europe met ses mains là-dedans, finalement. Finalement, c'est pas la première fois qu'elle met ses mains là-dedans, mais voilà, disons qu'ici, c'est la première fois qu'apparemment les 28 pays de l'Union sont arrivés d'accord, sont arrivés à se mettre d'accord sur le principe. Parce que comme tu me le faisais remarquer avant qu'on commence cet enregistrement, il y avait déjà eu des tentatives avant, mais tu avais toujours l'un ou l'autre pays qui disait « oui, mais moi non ». Oui, voilà. ou donc, moi oui, mais je voudrais tirer la couverture à lui. Mais, mais, voilà. Et vous voulez tirer la couverture à lui, etc.
Voilà, donc comme on vient de le rappeler, le géoblocage, c'est quoi? Le géoblocage, c'est ce qui fait que si vous habitez en France, par exemple, vous n'avez pas le droit de regarder les journaux de l'RTBF. Par exemple. C'est ce qui fait que si vous êtes en Belgique, vous n'avez pas le droit de profiter de la télé on demand qui a été lancée il n'y a pas longtemps via l'application Molotov. Voilà. On fera un test un de ces jours. C'est le fait que à cause de votre localisation géographique, vous n'avez pas le droit de consulter ou d'avoir accès à des contenus qui dépendent ou qui ont été créés ou dont les droits sont concédés à d'autres régions géographiques que la vôtre. Alors ça, c'est quelque chose qui, effectivement, à l'ère d'un Netflix, paraît totalement stupide. C'est quelque chose qui n'est pas récent. Rappelez-vous le zonage des DVD à l'époque. Il y avait des films qui sortaient avant d'autres et le grand jeu, c'était de se procurer des puces de dézonage de lecteurs DVD pour pouvoir lire toutes les zones, ou le dézonage logiciel via petits programmes résidant sur les PC. Les plus vieux d'entre nous se rappelleront de quoi on parle. Je me demande si les jeunes savent encore ce que c'est un DVD, mais soit. Et donc, l'Europe voudrait légiférer en la matière et supprimer tout simplement le géoblocage. Donc faire en sorte que aujourd'hui il y a un reportage intéressant qui sort et qui est acheté par une chaîne de télévision espagnole. Ce reportage soit disponible en Europe entière, qu'il soit en anglais, en français, en espagnol, n'importe quoi. Qu'il n'y ait plus aucune restriction sur la diffusion intra-européenne d'une œuvre cinématographique, télévisuelle, de manière la plus ouverte possible. Alors évidemment, les premiers à monter au créneau contre cette idée, étonnamment non, ce ne sont pas forcément les éditeurs de contenu télévisuel, ce sont les distributeurs. Parce que les distributeurs, eux, excusez-moi l'expression, ils se font des couilles en platine avec justement des contrats de distribution exclusifs qui vont faire que tel film, telle série, telle émission, tel documentaire va avoir un droit de diffusion dans tel pays mais pas d'autre. Parce que du coup, les boîtes de distribution locales qui sont prêtes à payer aux distributeurs européens des montants astronomiques pour bénéficier d'une exclusivité, voilà, ça fait un business juteux. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des trucs totalement incohérents, comme une série comme House of Cards, sublime série, qui est créée par Netflix, éditée par Netflix, publiée par Netflix, mais qui en Belgique n'est pas disponible sur Netflix. Pourquoi ? Parce que les droits appartiennent à Canal. C'est aberrant, mais ce genre de choses, c'est totalement... Et ont été vendus d'ailleurs à la RTBF, me semble-t-il. Exactement, et donc ça veut dire que nous, sur Netflix, en ayant payé notre abonnement Netflix, on n'est pas prêt de voir la saison 3 et la saison 4 débarquer tant qu'elles ne seront pas terminées sur BTV et sur RTBF. C'est aberrant, mais ce genre de truc, voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait dépassé, c'est tellement old school qu'on se demande comment ça existe encore, et l'Union européenne voudrait bien casser ça. Alors, on leur souhaite beaucoup de plaisir, parce qu'en face, ils ont des lobbies extrêmement puissants, qui vont certainement pas se laisser faire, mais on sait par contre, alors ça c'est la source non officielle qu'il faudra confirmer, mais une des personnes derrière ce genre d'initiative, c'est Madame Reding. Madame Reding, on l'adore parce que Madame Reding, Viviane Reding, elle a quand même réussi à faire casser tous les opérateurs de télécom. Et normalement, maintenant, alors il y a eu des péripéties, les textes présentés de manière préliminaire n'étaient pas totalement satisfaisants, mais on s'achemine réellement vers une abrogation complète et totale des frais de roaming. D'accord. Ça aura pris du temps, mais grâce à quelqu'un comme Viviane Reding, merci Madame Reding, c'est quelque chose qui va être mis en place. Qu'il reste bloqué sur 90 jours maximum ou que ça change, comme apparemment c'est en train d'être fait. Il y a un texte en deuxième lecture qui vient d'être publié. Allez vous amuser si vous voulez. C'est disponible sur le site des publications européennes. À la rigueur, on essaiera de le digérer pour vous si on le trouve. Mais ce genre d'initiative prouve qu'il y a une chance de voir ce genre de truc débarquer. Maintenant, vous attendez pas à ce que ce soit pour demain. Donc, d'ici là, un bon VPN reste votre meilleur ami si vous voulez continuer à voir Netflix dans des situations idéales. Alors, tu parlais du roaming, parce que tu as un petit peu glissé d'un sujet à l'autre, mais c'est vrai que c'est sous le chapeau européen. Oui, c'est ça, sous le chapeau européen. Alors, ce qui est rigolo par rapport au roaming, par exemple, c'est que effet de levier, peut-être, je ne sais pas, et il y a également un texte un petit peu parallèle qui est en train d'être... écrit, ou en tout cas proposé au vote des uns et des autres, qui imposerait le Wi-Fi gratuit dans les grandes agglomérations, mise en place par les services publics.
Donc, on sent bien là que les opérateurs téléphoniques, qui sont eux aussi providers en data, ont une carte à jouer en disant on existe, et ça, c'est de la concurrence. Ça pourrait être considéré comme de la concurrence déloyale. Donc, on sent qu'il y a des effets de masse, des effets de levier entre les différents éléments, et que l'Europe joue un petit peu le chef d'orchestre dans tout ça. Disons que dans un monde totalement bisounours, plein de licornes qui mangent des arcs-en-ciel, on pourrait s'imaginer que non, bien sûr, les opérateurs télécoms ne vont certainement pas profiter de cet état de fait pour imposer aux collectivités locales l'adoption de leur solution de Wi-Fi public à coût discriminant, quoi. Par exemple. Mais nous ne sommes pas dans un monde idéal. Non. Oh, Bambi. Allez, le premier podcast avec des Bambis dans le... Oui, c'est ça, je viens de voir passer Bambi, c'est comme ça. Mais c'est parce qu'il y a de l'orage, c'est... Quel rapport M, on est déjà à la lettre M. M comme Microsoft, Marc. Alors, tu disais là tantôt, l'Apple TV, on ne le verra sans doute jamais. Par contre, ici, on parle de la télé Microsoft. Est-ce qu'on est dans le même ordre d'idée Alors, la télé Microsoft, non. C'est un coup d'œil, c'est un clin d'œil et un hommage à un article qui était vraiment bien torché sur la chose. Non, la télé, c'est un peu overkill. Quoique, vous allez voir qu'il y a peut-être un truc à jouer dessus. Donc, ce qu'il y a, c'est que Microsoft nous a quand même, depuis maintenant quelques temps, habitués à des innovations technologiques, des évolutions technologiques fort bienvenues. Vous vous rappelez, à l'époque, l'année passée, on avait testé la Surface Pro 4. Oui. On avait testé la Surface Book. Oui. Très, très beaux appareils. On était vraiment très, très, très contents. Microsoft semble vouloir perdurer dans cette voie, dans le sens où ils sont décidés de plus en plus à faire rentrer la Surface dans le salon. Oui. Alors le salon, ça va être fait de deux manières. Soit via un tout-en-un, c'est-à-dire ce genre d'ordinateur qu'on voit de plus en plus, qui intègre dans l'écran tout ce qu'il faut, le CPU, la RAM, le disque dur, etc., où en fait vous n'avez juste qu'à brancher une prise et c'est tout. Généralement, clavier, souris sont sans fil. Et là, on parle d'appareils avec des tailles d'écran relativement confortables, c'est-à-dire du 24, du 28 pouces. Mais il y aurait également, donc ça c'est la partie officielle. La partie officieuse, ce serait que Microsoft cherche aussi à décliner ce genre d'appareil en taille d'écran plus grande. C'est ça. 42, 48, voire 50 pouces. Et là, il est difficile de ne pas imaginer que Microsoft ne veuille pas amener une télé interactive dans votre salon. Quel serait le marché visé ? Il est très facile à déterminer. C'est celui qui aujourd'hui est occupé principalement par Google TV, Android for TV, dans une moindre mesure, même si la différence de part de marché commence à grignoter d'un côté comme de l'autre, par l'Apple TV, la petite boîte. Oui. Il y a quelque chose à jouer, c'est clair. Et quelque part, ce serait normal que Microsoft veuille sa part du gâteau. Oui. Donc, il y a effectivement quelque chose. Alors, il y a pas mal de risques quand même derrière, parce que même si le brevet que Microsoft a déposé pour un ordinateur tout en un a été un peu perdu dans la masse, parce que des brevets pour des trucs comme ça, il en existe de tonnes. Oui, il a été validé. Bon, le système de brevet hosted, c'est un peu différent du système européen. Il suffit qu'il y ait une petite originalité, un truc qui sort de l'ordinaire. Exactement. Toujours est-il que une journaliste spécialisée Microsoft a eu vent d'un possible lancement de produits fin octobre, un projet dont le nom de code serait Cardinal et qui serait en fait un tout-en-un Surface, similaire au Surface Hub de l'époque, donc le grand écran 65 pouces, mais réduit, et destiné dans un premier temps aux entreprises et dans un second temps aux particuliers. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, et c'est là que le risque se trouve, c'est qu'aujourd'hui, le haut du panier de ce type de marché est trusté par une machine, une seule, l'iMac. Oui, c'est ça. Et l'iMac, je ne pense pas qu'il sera aussi facile à détrôner que ça. Ça va être compliqué, oui. Enfin, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Une fois de plus, il faudrait vérifier ça. Et quelque chose me dit qu'on va retourner dans nos mails et recontacter de vieux amis. David, si tu nous écoutes. Exactement. Je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. On y reviendra avec les technos, cette histoire-là, me semble-t-il. On passe à la lettre P, peut-être. P comme pigeon. Ou alors, vraiment, mais alors, si on peut vraiment... on y va à fond, c'est piège à con. C'est un truc, c'est un peu un truc belgo-belge aussi en même temps. On va dire c'est la nouvelle rubrique coup de gueule, voilà. Oui, c'est ça. On avait la rubrique what the fuck, on avait la rubrique coup de gueule. J'ai décidé d'appeler ça piège à con. Pourquoi ? Alors, chers amis,
vous savez, il n'y a pas longtemps, notre spécialiste, Bruno, vous a fait toute une magnifique série sur les véhicules électriques, et notamment sur les vélos électriques. Et donc, vous avez appris à l'issue de cette série qu'il existait ce qu'on appelle des super vélos. Oui. Qu'on appelle aussi chez nous des speedélec. J'ai l'habitude de donner des noms complètement stupides. C'est en regard en fait au vélo à assistance électrique que tu connais, hein, je pense que tu en es toi-même usagé, qui permettent de donner la petite impulsion qui va bien jusqu'à 25 km/h. Et donc on suppose qu'on ne dépassera pas les 25 km/h parce qu'on est tous de gros fainéants. Et les speedélec ou les VDélec ou je ne sais plus comment on les appelle, bref, c'est un petit peu comme des vélomoteurs, en gros des vélos Solex, quoi, mais avec un moteur électrique. Oui, mais, et alors bon, déjà, on va cadrer le truc et Bruno pourra confirmer. Ouais. Il y a des vélos à assistance électrique, donc pas autonome, qui effectivement ne roulent pas tout seul, parce que le genre de vélo auquel on fait référence aussi, les speedélec, sont généralement capables de dépasser les 25 km/h sans devoir pédaler. Oui, c'est ça. L'assistance électrique induit qu'on fasse nous-mêmes le mouvement. Hein. Voilà, ici, moi j'ai un vélo électrique qui est à assistance, c'est-à-dire si je pédale pas, je rame, il avancera pas. Oui, c'est ça. Mais si je pédale à fond la caisse, malgré que c'est un petit moteur, c'est un moteur de 300 watts, je peux atteindre les 40 km/h sans aucun problème. D'accord. L'assistance est censée se caper à 25 km/h, mais avec l'impulsion et tout, le résultat est que j'ai un vélo à assistance électrique qui dépasse cette vitesse-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un coup de gueule ici ? Moi, j'avais un vélo sans assistance électrique, sans moteur, et je dépassais allègrement les 45 km/h. Hein. Toi, tu auras droit au contrôle anti oui, c'est comme ça. Non, oui, je sais, absolument. Mais donc, nous avons en Belgique, à partir du 1er octobre, donc ceci est une spécificité belgo-belge, on le répète encore, amis canadiens, français, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Suisse aussi, ça viendra aussi, ne vous inquiétez pas. Donc, à partir du 1er octobre, c'est-à-dire demain quasiment, tous ces speedélec, donc ces vélos à assistance électrique qui sont capables de rouler à plus de 25 km/h, devront être immatriculés. Alors, être immatriculé, ça veut dire quoi en Belgique ? Ça veut dire avoir une plaque. C'est bien. Seulement, renseignement pris par votre serviteur auprès de la DIV, je leur ai passé un petit coup de fil. Donc DIV qui est chez nous Chez nous, c'est l'organisme qui s'occupe de délivrer les immatriculations des véhicules qui sont sur les routes. Voilà. Un vélo, normalement, n'est pas à immatriculer. Donc, une moto, par contre, oui, ça c'est normal. Une mobilette aussi. Et donc, ils ont décidé que, pour une facilité en pratique, les plaques qui seront apposées sur les vélos seront les mêmes que les plaques moto. Alors, on parle de plaques de 21 cm sur 14. Vous avez déjà vu comment on va accrocher une plaque de 21 cm sur 14 sur un vélo ? Ça va être pratique. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce genre de vélo, à partir du 1er octobre, devra également avoir une assurance en règle. Voilà. Je suis un peu quand même... ça m'a foutu en boule, ça m'a foutu les nerfs, parce que je n'y vois honnêtement qu'un moyen de... Excusez-moi de faire du fric, pour faire du fric. À côté de ça, il faudra avoir un permis de conduire adapté. Le même permis de conduire que pour les vélomoteurs. Il faudra avoir un casque, il faudra avoir une chasuble fluorescente, donc autrement dit, tout ce qui faisait le plaisir d'aller faire un tour à vélo, parce que vous aviez un vélo que vous pouviez occasionnellement mettre en mode « je ne pédale pas », voilà, finalement, vous allez avoir tous les inconvénients d'une mobilette. Et quand on se rend compte de ce qui pousse les gens à acheter ce genre d'appareil, plutôt que d'acheter une mobilette électrique, parce qu'il y a des mobilettes électriques qui vont très bien. On voit ceux qui nous suivent connaissent maintenant Bruno, et ceux qui suivent Bruno sur Facebook, par exemple, via Electricity, son entreprise, voient qu'il poste régulièrement des articles et des avis pour toute une série d'appareils comme des mobilettes ou des scooters électriques. Donc, ce genre de truc existe. Mais pourquoi est-ce que les gens vont quand même acheter des vélos ? Parce qu'il y a un incitatif. Non, maintenant, on va considérer les vélos comme des mobilettes. Où va être la distinction ? Où va être l'avantage d'avoir un vélo qui était beaucoup moins contraignant légalement si on vous oblige à mettre la chasuble, le casque, avoir l'assurance. C'est contraignant. Je suis d'accord avec toi, c'est contraignant. Ceci étant dit, à partir du moment où le véhicule dépasse une certaine vitesse, alors il faut fixer la vitesse, peut-être que 45 km/h n'est peut-être pas la vitesse la plus... Enfin, ça, je suis pas spécialiste dans le domaine, mais on peut se faire très très mal à 45 km/h. D'accord, on peut se faire très très mal.
mal sur un vélo normal. Tu as déjà vu les coureurs cyclistes qui se prennent des gamelles. On est bien d'accord. Parfois ils ont des moteurs. Ici, ils ont, ceci dit, maintenant, je pense que même à vélo, le port du casque est devenu obligatoire, hein, et être visible, etc. Enfin, tout ça, ça fait partie du. Ceci, il me semble que c'est. Les gens qui font du vélo de tourisme, je parle pas de VTT, je parle pas de vélo de course. Ouais. Les gens qui, comme moi, font du vélo de tourisme, des gens qui prennent leur vélo pour aller d'un magasin à un autre ou pour aller faire leur tour, leurs 10 ou 15 km tous les jours, franchement, j'en vois très rarement avec un casque. Ouais. Vraiment très rarement, pour pas dire jamais. Les gens qui font du cyclisme sur route, les gens qui font du cyclisme de compétition en semi-amateur ou en pro ou du VTT, évidemment qu'ils ont un casque, c'est tout à fait normal. Bon. Alors, petit truc qui m'a encore fait bondir, et puis je clôture là-dessus. L'un des avantages du vélo, fondamental, c'est de pouvoir rouler quelque part où on veut. Et notamment d'emprunter toutes les voies en sens unique, où il y a la petite étiquette, chez nous en tout cas, excepté cycliste. Ça nous permet de gagner un temps précieux, et surtout ça nous donne une sécurité. Dans certains cas, on peut même griller un feu rouge, enfin griller, entendons-nous bien. Évitons de le faire. Dans certaines conditions, voilà. Mais c'est autorisé. Mais le fait d'emprunter ces voies à sens unique est plus rassurant pour nous, parce que les véhicules nous voient arriver de face, donc on ne sait pas nous rater. Eh bien maintenant, ces fameux Speedelec, qui grosso modo sont des vélos, tant qu'on ne dépasse pas les 45, ne pourront plus emprunter ces voies. Ce sera interdit. Ben oui. Je pense qu'on est un petit peu, soyons clairs, hein, on est un petit peu à la croisée des chemins avec tous ces nouveaux matériaux. On en a beaucoup parlé déjà dans nos hors-séries avec Bruno, justement. On est un petit peu à la croisée des chemins. Hein. Il y a plein de choses comme ça. Je prenais l'exemple de New York, où je trouvais que les pistes, ils avaient des super pistes cyclables depuis quelques temps à New York, par exemple. Et il me disait que les vélos électriques ou les skateboards électriques étaient interdits sur ces pistes cyclables. Alors que c'est un boulevard, c'est magnifique. Bon, voilà. Je pense ça doit un petit peu évoluer. Les gens doivent s'éduquer aussi beaucoup à l'usage de ce nouveau matériel. Et donc là, des fois, on retrouve des gens avec des vélos qui roulent plutôt vite, mais qui ont peut-être pas le gabarit pour tenir un vélo qui roule vite. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a tout ça qui doivent se mettre aussi en place. Et puis on aime moins se prendre des pelles aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mon bon Marc, moi je me suis pris des pelles à vélo et je m'en suis remis, mais je sais aussi qu'il est possible de ne pas s'en remettre. Et dans les villes actuellement, vu comment ils nous font des pistes cyclables complètement absurdes en disant on va tracer 2 lignes blanches, ça va faire une super piste cyclable le long d'un stationnement où les gens ouvrent des portières de voiture sans regarder, c'est casse-gueule quoi. La ville, tu disais porter un casque pour aller faire du VTT en forêt, tu veux bien, mais moi, je pense que là où il est vraiment utile, c'est en ville. Parce que c'est peut-être là l'endroit le plus dangereux, finalement. Bref, on s'est beaucoup écarté de l'aspect high-tech, mais c'est parce que c'est vrai que c'est en continuité, on va dire, dans le fil logique de ce qu'on avait déjà dit au sujet des véhicules électriques. C'est le seul aspect technologique de cette news, hein, on est bien d'accord Marc, mais c'est vrai il y a un petit coup de gueule à faire. Marc l'a fait, voilà. Si vous aussi vous avez un coup de gueule à faire parce en Suisse, au Québec, en France ou n'importe où dans le monde où vous parlez français, il y a des soucis comme celui-là, n'hésitez pas à nous le faire savoir, parce que la législation n'est pas du tout la même d'un pays à l'autre, hein. On le sait bien, pour l'instant il n'y a même pas encore d'uniformité, même pas en Europe, donc c'est encore des choses qui devront être débattues. On peut passer peut passer à la lettre S. Bien sûr. Ah bah tiens, on reparle de Samsung. Oh, Samsung, il n'y a pas grand-chose à en dire. Non. Samsung, ils nous ont bien fait rire avec l'histoire du Galaxy Note 7. Oui. Et finalement, les trucs sont tellement montés en épingle qu'ils ont quand même réussi coup sur coup à avoir une interdiction d'embarquement en vol des compagnies américaines. On l'avait évoqué ça la semaine dernière, effectivement, oui. Et suite à ça, ils se sont vendus d'une campagne de communication mondiale pour demander, alors là c'est quand même le top, à leurs clients de ne plus utiliser le téléphone, l'appareil, le bidule. Ils ont simplement demandé à leurs clients, s'il vous plaît, messieurs, nos clients, n'utilisez plus le Galaxy Note 7 pour l'instant. Je m'excuse pour tous les bips, qui remettent tous les serveurs de Fidelity en route de l'autre côté. Voilà. Donc, ne plus utiliser le Galaxy Note 7 pour l'instant, jusqu'au jour
jour où ils ont sorti, et ça c'était quand même grandiose, ils ont sorti un patch pour enfin fixer le problème des batteries qui explosent. Et le patch, c'est une idée de génie. Le patch va limiter la charge de la batterie à 60%. Samsung, merci. Ouais, j'avais vu un autre truc aussi, c'est qu'apparemment tous les smartphones, tous les Note 7, tous les Galaxy Note 7 n'étaient pas impactés par la problématique, et que ceux qui n'étaient pas impactés avaient un petit S indiqué dessus. Je me suis dit, tiens, c'est bien la première fois qu'un fichier S n'explose pas. Enfin voilà, parenthèse fermée par rapport à cette information. Je pense qu'on n'a pas fini de parler de cette histoire de Galaxy Note 7, qui leur coûte quand même bonbon aussi. Hein. C'est un solide revers pour n'importe quelle entreprise se retrouverait vraiment dos au mur. Bon, eux, ils ont un peu de réserve quand même, mais malgré tout, c'est quand même un revers. Hein. Ah, c'est un product launch qui a foiré en beauté, ça c'est clair. Et donc, j'espère franchement que la manière dont ils vont gérer le launch ou la distribution de la prochaine Samsung Gear, la Samsung Gear 3, ça sera un peu mieux. Parce que si c'est la même chose... oui, ça va faire très très mal. Ça fait très très mal. Bon. Soit, oui. Passons à la suite peut-être et à la lettre T comme Tesla. Tesla, la Tesla que nous avons testée, hein, ça nous rappelle de bons souvenirs, Marc. L'autopilote. Je veux une Tesla. L'autopilote version 8 débarque sur la gamme. Déjà, la version 8, donc c'est un produit bien suivi, il y a des mises à jour qui se font, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la seule. Déjà, ce qui est bien chez Tesla, c'est que la bagnole se met à jour toute seule. Ouais. Voilà, vous avez un upgrade de temps en temps, c'est génial. Et alors, le grade ici va venir consolider le pilote automatique, qui, rappelons-le, n'est pas un pilote automatique. Non. Et ça, de nouveau, Tesla insiste bien sur son blog et dans la communication. C'est une aide à la navigation. Ce n'est pas un pilote automatique, c'est une aide à la navigation. Cela rend la voiture partiellement autonome. Mmh. Rappelons rapidement, il y a différents niveaux de voitures autonomes. Le niveau ultime, le niveau 5, décrit un véhicule qui est capable d'aller d'un point A à un point B, quelles que soient les conditions du trafic, sans aucune intervention humaine, en se basant uniquement sur les données GPS et les données de son environnement calculées en temps réel. À ce niveau-là, la Tesla est entre 3 et 4. Mmh. Mais les choses vont être améliorées parce que jusqu'à aujourd'hui, Tesla se basait pour son pilote automatique sur une batterie de capteurs qui combinait des caméras et des capteurs à ultrasons. Oui. Et ici, il y a un élément en plus qui va venir se greffer, qui est un véritable radar. D'accord. Donc, la voiture embarque déjà un radar, mais ce radar n'était pas encore utilisé par le système de conduite autonome. Donc ça va être le cas ici, avec la version 8. Mais Tesla a dû gérer des choses qui sont beaucoup moins trivial qu'il n'y paraît, parce que c'est en combinant les données de tous les capteurs que finalement la conduite doit être plus ou moins coulée. Et selon que l'on utilise ou qu'on se sert de plus de tel type de capteur ou l'autre, les contraintes ne sont pas les mêmes. Exemple, si on se sert des capteurs visuels, qui sont en fait des capteurs infrarouges, tous les matériaux sont opaques. D'accord. Si on se sert des capteurs par ultrasons, certains matériaux ne réagissent pas de la même manière que d'autres. Si on se sert maintenant du radar, uniquement le métal est opaque. Donc ça veut dire que une personne humaine est transparente comme de l'eau. C'est ça, oui. Et donc, si on se sert uniquement du radar, madame, il n'y a plus personne. Même chose pour les plastiques, même chose pour le verre. Donc, il y a vraiment toute une intelligence à combiner, à construire, pour que l'exploitation de ces radars et de tous les capteurs qui existent déjà puissent produire des résultats valables. Alors, apparemment, ils ont fait des tests in extenso, on s'en doute, même si il y a eu encore, il n'y a pas longtemps, aux Pays-Bas, une polémique avec... quelqu'un qui se serait craché et puis la voiture qui aurait explosé ou pris feu, je ne sais plus très bien. Mais voilà, toujours est-il qu'il est intéressant surtout de constater que quoi qu'il advienne, Tesla continue à investir dans ce domaine. On en parlait plus tôt aujourd'hui. C'est vraiment... Encore une fois, une boîte qui lead, même si on ne peut pas parler de révolution. Non. Mais c'est une évolution continue et ça cadre bien avec ce que Martin nous avait expliqué dans le hors-série, c'est que la boîte est vraiment désireuse de faire bouger les choses. Il y a un truc que Martin ne nous avait pas dit et que j'ai lu pas plus tard qu'aujourd'hui, enfin j'ai parcouru rapidement, c'est que manifestement, il y a eu apparemment un sondage qui a été réalisé, je ne sais pas dans quel pays, mais qui pourrait être symptomatique d'un ensemble d'opinions
de par le monde. Par rapport à la marque Tesla, les gens sont moins attachés à la marque Tesla qu'à la voiture électrique, apparemment. C'est-à-dire que c'est chouette, ces Tesla, ils sont contents de posséder une Tesla quand ils en possèdent une, mais c'est pas le Saint Graal pour autant. C'est parce qu'ils voulaient une voiture électrique. En gros, c'est ça qui les intéressait, et les seuls à leur proposer une offre qui tienne la route, c'est le mot qu'on puisse dire, voilà, c'était en l'occurrence Tesla, mais il n'y a pas d'effet, comme il y a un effet Apple, par exemple. Manifestement, il serait moins important qu'on ne l'imagine. Alors, c'est une question qui serait intéressante de poser à Martin, justement, parce que lui était justement dans ce microcosme. Et moi, ce que j'ai lu, justement, il y a un engouement très fort au niveau de la marque. Maintenant, je pense que les deux doivent se confondre dans la mesure où aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, véhicule électrique, c'est Tesla. Pourquoi ? Parce que Tesla, comme tu as dit, c'est le véhicule le plus abouti. C'est le seul véhicule qui aujourd'hui, avec la dernière mise à jour, la P100D, offre une voiture qui a 600 km d'autonomie théorique. Mais en pratique, on doit atteindre les 550 km pour peu qu'on fasse un peu attention et qu'on n'ait pas le pied trop lourd. Les autres véhicules commencent à peine à gratter le cap des 300-350 km. Bon, ne nous leurrons pas. Cette avance que Tesla a aujourd'hui ne vont pas la conserver éternellement. Il y a des technologies qui sont en train d'être mises au point qui vont permettre de grappiller les choses. Et il y a déjà Mercedes, notamment, qui, il y a 2-3 semaines, a annoncé que d'ici 2020, il devrait être en mesure de mettre sur le marché un véhicule qui aurait 800 km d'autonomie. Je pense que, ce que révélait, entre guillemets, cette étude, c'était que, en fait, les gens qui étaient moins fidèles, entre guillemets, à Tesla qu'on ne l'imagine, et que le jour où leur marque fétiche, parce qu'on en a tous une, quelque part, sortait une offre comparable ou supérieure, que leur fidélité à la marque Tesla s'arrêterait là, sans aucun regret, entre guillemets, quoi. Tout n'est pas fondu là maintenant. Je suis Tesla, comme certains peuvent être Apple, entre guillemets. Non, je suis d'accord avec toi, mais là, il y a encore autre chose qui joue, c'est que Tesla est en train de démocratiser, même s'il n'est pas le seul, une fois de plus, le concept de véhicule autonome. À mon sens, et c'est le cas pour moi, je serais plus attiré pour l'achat de ma prochaine voiture, vers une marque ou un modèle qui commercialise un véhicule qui est autonome, mais vraiment dans le sens complet du terme, c'est-à-dire une voiture où je peux me mettre derrière le volant, je lui dis je veux aller là et tu te démerdes, et moi je peux bosser, je peux lire, je peux préparer des notes, je peux coder sur mon laptop si j'ai envie. Je serais plus tenté d'investir dans un véhicule comme ça plutôt que dans un véhicule électrique, tu vois. À choisir une bagnole qui a une autonomie de 1000 km en électrique mais qui a un pilote automatique plutôt qu'une voiture avec un moteur classique qui a évolué par rapport aux consommations d'il y a 15 ans, on est tout à fait d'accord, mais une voiture avec un moteur à essence ou une hybride, mais qui me permet effectivement de dire je te laisse le volant, tu te débrouilles. Alors tu irais plutôt vers Ford alors, parce que Ford ils n'ont pas une offre end user actuellement. Je pense que c'est pas encore public, mais par exemple les voitures Uber entre guillemets dont on parle de plus en plus, ce sont des Ford. Ce sont des Ford, et Audi travaille très fort là-dessus aussi. Exactement. Il y a du débat autour de ces choses-là. On va trancher comme ça. Non, et comme c'est un peu ces épisodes hebdomadaires, c'est notre revue de presse, comme j'ai l'habitude de le dire en début et en fin de numéro. On n'a pas pu parcourir toute la presse non plus. Des fois, ce sont juste des titres qui nous tombent dans l'œil comme ça. Moi, ça m'arrive souvent, je vois un titre et j'ai pas toujours le temps de parcourir plus en profondeur l'article. Ça, c'est le rôle de mes petits camarades en même temps. Mais bon, moi j'avais lu par exemple qu'un fournisseur de caméras, tu parlais des différents moyens de détection qu'ont les voitures à pilotage, pas automatique, mais à aide à la conduite. Le fabricant expliquait que ces systèmes étaient toujours à la limite et à la recherche de la limite de la sécurité. Que finalement, mais c'est une façon de voir les choses. C'est vrai que on a aussi beaucoup parlé d'intelligence artificielle et de choses comme ça. C'est vrai que à un moment donné, on peut se demander si la machine va pas dire tiens, tant que j'ai pas franchi la ligne blanche, c'est bon. Mais en même temps, la mordre, c'est pas grave, quoi. C'est comme en tennis. Voilà, tu vois, ces données-là, elles peuvent être perverses. Ce qui sera surtout pervers, c'est le jour où tu as deux véhicules autonomes qui vont se rentrer dedans. Et qui vont devoir décider qui va mourir. Ça, on l'avait déjà évoqué. Oui, et qui sera responsable. Aussi. Oui, on n'a pas fini. Non, effectivement. Là, il faudra un juge électronique, sans doute. Allez, on termine cet épisode avec, vous le savez, la lettre W comme what the fuck.
et cette semaine, on va parler sextoys et vie privée. Ça va nous permettre de mettre un flag. On l'a jamais fait, mais bon. Pour parler, il fallait que ce soit sur toi, évidemment, Marc. Hein, c'est moi qui l'ai trouvé, donc. Oui, c'est vrai. T'en fais ce que tu veux. On revendique la paternité. Non, mais disons que voilà, alors là, j'ouvre le sujet. Si quelqu'un qui travaille à la commission de la vie privée en Belgique nous écoute, je serais très intéressé d'avoir son avis sur la chose. Fin de la parenthèse. Donc, il s'agit de quoi? De vie privée Il s'agit de vie privée. En fait, il s'agit d'un fabricant de sextoys canadien, comme il en existe des tonnes, qui fabrique un sextoy connecté. Où effectivement il y a derrière une petite app qui permet, je suppose, de régler les paramètres du petit bidule ou de permettre à une tierce personne de le commander à distance. Je n'ai pas été voir les détails de la chose, je n'ai pas expérimenté. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que les données qui sont récoltées par l'application sur smartphone, je pense c'est nécessaire pour interagir et pour établir justement l'interaction de base, comprend la chaleur dégagée, le taux d'occupation du processeur et le degré de vibration émis par le sextoy, ainsi que son orientation. D'accord. Voilà. Bon, des trucs tout à fait physiques, hein, après tout, c'est de la mécanique de base. Mais ce qui est embêtant, c'est que la société avait annoncé que certaines données étaient remontées anonymement vers ses serveurs lorsque les utilisateurs utilisaient l'application sans être authentifiés. D'accord. Donc, c'était la base. Le truc est utilisé de manière anonyme et ça permet de mesurer toute une série de paramètres qui sont remontés vers les serveurs de la boîte pour s'assurer que les produits fonctionnent dans les limites tolérables et que, surtout, le fonctionnement est correct. Le problème, c'est qu'apparemment, il y a certains utilisateurs qui se sont rendus compte que les données n'étaient pas forcément anonymes et que la remontée se faisait quand ils étaient connectés avec leur profil. D'accord. Donc, se pose la question de savoir, comme les profils incluent également apparemment le nom, le prénom, d'autres choses peut-être un peu plus délicates, qu'est-ce qui se passe avec ces données ? C'est marrant que tu te poses la question quand il s'agit de sextoy, c'est beaucoup moins quand il s'agit de bracelets connectés pour faire du sport ou pour vérifier ses mais c'est parce que je n'utilise pas de sextoy. Voilà, c'est un mythe qui s'effondre, mais je n'ai jamais. Parce que c'est la même chose. Tu es d'accord avec moi, c'est la même problématique. Hein, C'est la même problématique. On est tout à fait d'accord. Voilà, c'est tout à fait d'accord. Mais c'est pour ça qu'un des prochains trucs que je vais vous présenter lors d'un hors-série, je peux déjà vous le montrer maintenant, ça va arriver un de ces jours. Là, c'est ce petit bidule-là, c'est le successeur de mon vieux tracker d'activité qui est mort de sa belle mort après patate, le Withings, voilà. On expliquera pourquoi on le présente, mais ce truc, encore une fois, est un truc bête. Derrière, il y a une app qui, elle, transmet l'information. Vous, après, d'aller vérifier ce qui sort de votre application. Il y a des outils pour et de faire ce qui est nécessaire si vous estimez qu'il y a trop qui part. Mais bon, encore une fois, c'est un débat qu'on pourra avoir. Ça pourra faire l'objet un jour d'un hors-série dédié. Oui, parce que si ce genre d'objet, les informations pourraient être éventuellement revendues à un tiers, comme par exemple une compagnie d'assurance, des choses du genre qui, à un moment donné, pourront éventuellement fixer ta police d'assurance en fonction du nombre de pas que tu fais dans la journée, par exemple, pour voir si tu es en bonne santé, etc. Je me demande de ce qu'il pourrait faire avec les données de ton appareil, là, de ton sextoy, dont tu n'as pas la marque d'ailleurs, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces données ? Justement, ça vient de me faire tilter sur un article que j'avais vu passer il y a pas longtemps, 2-3 semaines, que je viens de retrouver, où on parle d'une société, alors ça c'est plus du tout sexuel, c'est une boîte qui s'appelle CSS. Ça n'a rien à voir avec l'HTML. C'est une des plus grandes compagnies d'assurance de Suisse. Nos auditeurs suisses vont sûrement reconnaître la chose. Ils vont se dresser. Voilà. Et la CSS, elle a eu une très bonne idée. Elle s'est dite, pour être certain que mes assurés payent le juste prix, je vais faire en sorte que ceux qui bougent et qui ont une vie saine payent moins et que ceux qui s'encroutent à se bourrer de chips devant leur télé payent le prix fort. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils donnent à leurs assurés des bracelets de fitness. Voilà. Ça, c'est quand même très très limite. Hein. Surtout qu'on n'a jamais pu déterminer avec précision si les bracelets en question, qui sont déjà distribués, embarquent un GPS ou pas. Parce qu'évidemment, l'idée, c'était, je prends mon bracelet, je le tape à la patte du chien, et puis voilà. Tu sais dans quel cas également c'est utilisé, et ça m'a fort surpris, et parce qu'en plus, c'est contractuel. Ce sont sur les terrains de foot, les juges, pas les juges, les arbitres de foot, qui doivent suivre un entraînement régulier, parce qu'il ne faudrait pas se retrouver avec des arbitres de foot qui soient obèses, parce qu'ils
ils se pochetronnent à la mi-temps. Donc, ils sont obligés de faire du sport régulièrement et contractuellement, ils portent un bracelet et on récolte les informations pour savoir s'ils ont fait suffisamment de sport, etc. Dans la semaine, dans le mois ou dans l'année, je ne sais pas très bien. Donc, c'est quand même très particulier. On est quand même là à la limite de quelque chose qui vaudrait la peine, effectivement, d'être étudié un petit peu plus en profondeur parce que c'est vraiment une véritable intrusion dans la vie privée, quoi. Comment on disait encore ? 1994 was not supposed to be a user manual. C'est ça. 1984 n'était pas censé être un mode d'emploi. Exactement, mais en l'occurrence, là, ça semble le devenir, même pour ceux qui n'ont pas vu ou pas lu. Voilà. Lisez-le, franchement, c'est un bouquin qui devait être obligatoire. Ah bah oui, en plus de ça, il reste vrai. Totalement, de plus en plus chaque jour. De plus en plus chaque jour, effectivement. On a bien fait le tour de ton actualité technologique. Oui, c'était la mienne, j'assume totalement. Parce que oui, il faut bien le dire, tu as bien assuré ce 90e ou 90e épisode de Techno. Le restant de l'équipe nous rejoindra la semaine prochaine. En tout cas, on l'espère qu'il n'y aura plus de problèmes dans les salles blanches et autres, et que tout le monde sera rétabli, parce qu'il y a aussi des problèmes médicaux, du coup. Je précise quand même pour les petits détails, parce que que notre aventure serve à quelque chose si quelqu'un doit en profiter. Si vous choisissez un data center, ce data center peut occasionnellement subir une panne de courant, ça arrive. Ça peut arriver. Mais que suite à la panne de courant, l'UPS déconne, qu'on vous dise oui, mais si vous voulez que votre système fonctionne sur l'UPS, vous devez avoir un appareil qui permet de switcher d'un réseau à l'autre. Passe encore, que vous alliez au data center pour pouvoir changer la prise physiquement parce qu'on vous a pas dit que ce truc existait, et qu'en arrivant au data center, vous vous rendez compte que pour ouvrir le rack où il y a vos machines et la prise, il faut du courant. Voilà, réfléchissez-y à l'avance. Mais Seb vous racontera ça beaucoup mieux. Ouais, je pense aussi. Peut-être une petite référence à l'actualité d'il y a quelques mois de cela, mais ça, nos auditeurs iront regarder eux-mêmes, Google est votre ami pour ce genre de truc, et taper Belgo Control. Oui. Et vous allez voir, c'est des histoires électriques en Belgique, on en a des toutes belles. Voilà. On n'en est pas encore au coup de pelle qui coupe Internet, mais pas loin. Pas loin, mais c'est... Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous ont échappé, c'est vrai que de temps en temps, on parle dans des références où on n'est pas toujours très, très clair, nécessairement. On essaye de l'être, mais pas toujours. N'hésitez pas à poser des questions. Vous ne serez pas ridicules. C'est plutôt nous qui le serons, en l'occurrence, parce qu'on aura mal expliqué. Donc, mais on n'hésitera pas à vous répondre poliment et à vous donner toutes les informations qui vont bien. Voilà, je pense qu'on a terminé ce 90e épisode. Merci beaucoup, Marc, pour cette participation. Et à très bientôt. À très bientôt, tout le monde. Ciao, ciao.